Bonjour à tous et bienvenue dans les Tutos de Bad Sociaux, un podcast sur les questions d'antiracisme et les luttes d'émancipation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du néolibéralisme, de ses origines coloniales et de comment est-ce qu'il se manifeste dans le projet de notre cher président de la République, Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, je tiens à remercier mes amis Kebero et Kevin Roiland, qui sont tous les deux responsables respectivement de l'identité graphique et du générique de début et de fin de podcast. S'il y a bien une image que l'on retient de la campagne de 2017, et d'ailleurs c'est probablement la seule image que l'on retient tout court de cette campagne, c'est celle d'Emmanuel Macron en train de crier devant une foule en délire parce que c'est notre projet. À l'époque, la scène, au-delà de faire rire parce que l'homme n'a aucune présence scénique et qu'il ne fait pas la différence entre crier et porter sa voix, euh, ce qui interpelle le plus, ça reste le flou autour de la phrase. En tant que ministre de l'économie, juste avant, il a pratiqué une politique de libéralisation assez marquée, mais qu'on présente comme étant somme toute typique en Europe à ce moment-là. Certains qualifient déjà ces actions de néolibéral, mais se cantonnent à l'aspect économique de sa politique. Au niveau des idées culturelles et sociales, les choses paraissent plus complexes. Emmanuel Macron, pendant cette campagne, ira jusqu'à dire, en Algérie, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Quelque chose qu'aucun président français n'a réalisé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'a pas réitéré l'acte depuis. C'est aussi quelqu'un qui courtise ouvertement les voix de droite, puisque pendant toute cette campagne, quels que soient les discours qu'il tenait, il se présente comme étant un ni de gauche ni de droite. Un discours dépolitisant, qui vise de plus en plus de candidats à cette époque, et plus particulièrement dans les années 2010, où on voit apparaître un certain nombre de mouvements qui se revendiquent du fait d'être ni de droite ni de gauche, mais qui, en même temps, ont des idées économiques similaires pour la plupart, favorisant les entreprises, tout en retirant de la capacité d'action au service public et un développement du recours au marché pour pouvoir répondre à des besoins sociaux ou des questions politiques. Le côté un peu idiosyncratique de ces idées qui, d'un côté, s'attaquent à l'héritage historique de la gauche avec les services publics, mais d'un autre se présente comme étant progressiste en récupérant un certain nombre d'éléments de parole sur le fait de combattre le racisme, le fait de combattre le sexisme ou le fait de combattre l'homophobie, paraît surprenante pour certaines personnes. Paraît être l'image du futur pour d'autres. Le reflet d'une société où il n'y a pas d'autre alternative économique possible et où l'État doit se charger de s'assurer que les interactions sociales sont réalisées au maximum par le marché. Aujourd'hui, au-delà de ce programme économique, Emmanuel Macron est une personne qui, ouvertement, nourrit des paniques morales transphobes pendant une campagne électorale et décide de diriger avec l'aval du Rassemblement national et avec un Premier ministre venant de l'aile droite du parti conservateur du pays. Ce type de contradiction laisse beaucoup penser que les personnes comme Emmanuel Macron, attachées aux entreprises privées, attachées à la destruction du service public, sont aussi attachées à la destruction de l'État d'une manière générale, qu'ils veulent le voir disparaître de manière à libéraliser les échanges de capitaux. Cela irait en contradiction avec le fait qu'ils aient des idées sociales plutôt réactionnaires au bout d'un moment, visant à utiliser l'État pour pouvoir contrôler les personnes. En réalité, cette contradiction n'en est pas réellement une. Il s'agit là de deux courants, deux approches qui se complètent dans leur volonté de défendre la hiérarchie, dans leur volonté de travailler à garder en place l'ordre établi, et qui ont grandi ensemble, qui se sont développés ensemble de manière bien plus cohérente qu'on ne le pense, et ce, à l'intérieur du monde colonial, principalement avant de revenir dans le cœur impérial à la fin du XXe siècle et de s'imposer comme force hégémonique au XXIe siècle. Pour tracer ce chemin,
nous allons repartir de l'histoire des modèles de société parfaite selon Milton Friedman, le penseur clé du néolibéralisme, celui qui diffusera le plus l'idéologie auprès des dirigeants politiques et économiques, mais aussi autour d'une classe moyenne professionnelle blanche du cœur impérial qui cherche à installer et justifier sa position dans la société. Ces modèles de société, ce sont Singapour et Hong Kong. Il est intéressant d'observer pourquoi ces territoires fascinaient autant ces penseurs. Ensuite, nous traverserons le XXe siècle en nous arrêtant au moment clé. Des années 20 où les penseurs fondateurs du néolibéralisme, Friedrich Hayek et Ludwig von Mises, entre autres, développent leurs idées, avant de passer par le tournant de la Seconde Guerre mondiale, qui nous mènera aux crises des années 70, puis à l'avènement politique néolibéral des années 80, les luttes de la fin de l'histoire, entre guillemets, des années 90 et 2000, puis le bouleversement de la crise de 2008. Pour commencer cette histoire, donc, je vous ramène au 19e siècle, plus précisément en 1819, le jour où Sir John Raffles met les pieds sur une plage d'une petite île du bout de la péninsule malaisienne. Cette île est globalement inhabitée. Il y a un petit village de pêcheurs et elle est sous l'autorité du sultan de Johor en Malaisie, un territoire qui s'étend au nord de la péninsule, qui est un souverain qui, à l'époque, entretient une relation semi-clientéliste avec la couronne britannique. Cette île, Raffles la voit comme étant le lieu parfait pour installer un entrepôt pour le commerce britannique entre l'Europe, l'Inde et la Chine. C'est ainsi que naîtra Singapour. Dès le début, Singapour est un lieu qui est construit sur un ensemble de bases qui font tout son intérêt économique dès son inception jusqu'à aujourd'hui. Le port de Singapour est libre. Il n'y a aucune forme de taxe qui doit s'y appliquer, et c'est la raison principale pour laquelle Raffles veut pouvoir créer son propre port avec ses propres règles. Il veut pouvoir créer le premier vrai port libre où il n'y a aucune forme de taxe et où les denrées peuvent être ramenées, entreposées par des entreprises privées qui en tirent un bénéfice et exportées vers une autre destination. Le deuxième pilier de ce projet, c'est que la population de travailleurs est une population immigrée. C'est donc une population qui existe sans droit politique, attachée à la terre sur laquelle ils travaillent et attachée aux communautés qu'ils recréent. Ce sont des personnes qui, à certains niveaux, sont aliénées de leur construction sociale ancestrale et doivent en reconstituer de nouvelles, et donc se retrouvent en incapacité de faire valoir leurs droits politiques, leurs droits civiques s'ils avaient pu exister, et leurs droits au travail particulièrement. Ceci en fait une main-d'œuvre particulièrement peu chère, étant donné qu'ils n'ont pas la capacité de faire valoir leurs intérêts vis-à-vis de ceux des entreprises privées qui les exploitent. Le troisième pilier de ce projet d'organisation de Singapour, c'est le fait que l'île doit être gérée par le minimum d'institutions démocratiques possibles, même pour les colons blancs. La gestion doit être assurée par une bureaucratie la plus petite et la plus efficace possible, sous le contrôle direct de Londres à partir du milieu du XIXe siècle, ainsi qu'une branche judiciaire chargée d'assurer le droit des contrats et la politique de contrôle pénal de la population. De fait, cette administration a pour rôle d'assurer les pouvoirs de police sur la population de travailleurs et la facilité de commerce et l'entretien général du port. Elle exerce ses pouvoirs de police par des techniques spécifiques de contrôle des foules et de contrôle des grévistes que l'on retrouvera utilisées des années plus tard dans les autres colonies et dans le cœur impérial. C'est une administration qui a pour priorité absolue de coûter le moins cher possible et donc de garder une taille réduite. Sa deuxième priorité est de garder les travailleurs dans un cadre restreint dans lequel ils ne pourront pas faire valoir de droits ni d'opposition. Pour ce faire, ils installent un cadre social strict, facilité par la situation d'aliénation sociale de la population, basé sur le cadre victorien
en vigueur en Grande-Bretagne à partir du milieu du 19e siècle, où les règles autour du genre sont celles de la domination masculine absolue, celles des femmes privées de toute forme de droits civiques et de droits personnels, celles de l'hétéronormativité absolue et celle de la hiérarchie raciste stricte. De fait, le gros des travailleurs à Singapour sont des immigrés du sud de la Chine qui, en plus de n'avoir aucune forme de droit civique, sont considérés comme étant des personnes inférieures, nécessitant d'autant moins de besoins et de ressources pour leur reproduction sociale. Cette approche, où l'on satisfait de manière optimale le minimum de besoins fondamentaux nécessaires à la reproduction sociale, est poussée à son extrême dans ce modèle. C'est important de comprendre quelles sont les bases du modèle singapourien, parce que ce sont les bases de ce qui fait aujourd'hui que Singapour est présenté comme un modèle par les personnes se revendiquant de l'idéologie néolibérale, et ce, depuis les années 70. L'autre territoire vers lequel je veux vous emmener, toujours en Asie orientale, c'est celui de Hong Kong. Le territoire de Hong Kong, à l'extrême sud de la Chine continentale, était déjà beaucoup plus habité que celui de Singapour et était clairement sous l'autorité centrale de l'empereur de Chine. Les Britanniques prennent possession de Hong Kong en 2 phases, et les 2 fois à la suite de guerres de l'opium. Ce sont leurs noms, les guerres de l'opium. Et ça résume le rôle principal originel de Hong Kong. Le territoire doit être la porte d'entrée commerciale de l'Empire britannique vers le marché chinois gigantesque, principalement pour pouvoir faire entrer de l'opium, qu'ils ont fait pousser en Inde et en Afghanistan, que l'empereur interdit au commerce en Chine, mais dont les Britanniques vont forcer l'introduction, d'abord par des moyens purement illégaux, puis en remportant 2 guerres, la première en 1841 et la deuxième en 1898. Il y a donc l'île de Hong Kong, qui est annexée à la couronne britannique en 1841, et qui est gérée directement depuis Londres, avec un gouverneur, avec la même forme de structure que ce qu'on retrouve à Singapour. Et puis, il y a les territoires de Kowloon, qui, eux, sont réellement sur la Chine continentale. C'est une péninsule, et elle n'est pas complètement annexée, mais fait l'objet d'un traité en 1898 qui les loue à la couronne britannique pendant 99 ans. Donc, jusqu'en 1997, année à laquelle, finalement, le territoire entier de Hong Kong retournera sous souveraineté chinoise, selon le principe d'un État, 2 modèles. Là encore, le modèle de Hong Kong est particulièrement important et intéressant parce que c'est un bout de territoire auquel on retire sa souveraineté. L'action violente de lui retirer sa souveraineté est faite dans le but de créer un comptoir commercial par lequel des marchandises vont pouvoir passer et s'assurer du maximum de profit par l'absence de taxes et par la présence d'un groupe de travailleurs très paupérisés, racisés et dans le cas de Hong Kong, une fois encore, principalement immigrés. La population de Hong Kong, qui était déjà présente sur l'île et sur les territoires de Kowloon, va être gonflée petit à petit par des vagues d'immigration au cours des différentes guerres qui bouleversent la Chine au début du XXe siècle. Le régime colonial, dont l'objectif est de pouvoir extraire la majorité de la valeur possible du travail des personnes vivant à Hong Kong, en assurant le minimum d'investissement en ressources dans leur reproduction sociale, peut s'exercer pleinement sur cette population de travailleurs paupérisés, précarisés, qui ne peuvent pas faire valoir de droits politiques ou civiques qui par ailleurs sont rares dans le régime colonial d'une manière générale. Le tout géré par une administration bureaucratique qui est éloignée de toute forme d'autorité démocratique, dont le but est de s'assurer que la majorité des questions sociales de la colonie soient réglées par le marché et de coûter le moins possible, ainsi que d'assurer l'autorité et l'ordre par des pouvoirs de police et la mise en place de ce cadre social victorien, encore une fois, strict au niveau du cadre du genre, de la sexualité et de la hiérarchie des personnes d'une manière générale.
Nous avons donc ici les piliers de ce qui va devenir les modèles des penseurs du néolibéralisme dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais avant d'en arriver à eux, il faut revenir à qui a posé les bases de l'idée que le vrai moyen pour que le marché puisse contrôler un maximum de la réalité sociale, que la majorité des interactions entre êtres humains puissent être réglées par un marché géré par les règles du capitalisme et la recherche de profit, ce n'était pas de réduire la taille de l'État, comme le pensaient les libéraux à l'origine, comme Adam Smith, etc., mais d'utiliser l'État comme étant l'outil qui crée les institutions qui permettent cette réalité en servant de rempart entre les demandes démocratiques et le marché. Parce que c'est de ça dont on parle quand on parle de néolibéralisme. Elle est là l'idée finale. C'est d'avoir l'ensemble des interactions sociales et de la société réduites à un ensemble d'interactions marchandes. Dans les années 20, des personnes comme Friedrich Hayek ou Ludwig von Mises, des philosophes pour le premier et philosophes et économistes pour le deuxième, réalisent que l'obstacle à cette réalité, au fait que les institutions sociales puissent être régulées par le marché, par les institutions marchandes, est la demande démocratique. Le développement de la demande démocratique dans les masses populaires européennes à la suite de la Première Guerre mondiale et son renforcement après la Grande Dépression, s'exprimant notamment dans le New Deal, où alors quand cette demande démocratique est non aboutie et qu'elle est captée au travers de la masse, est utilisée par des régimes autoritaires, que sont les régimes fascistes qui apparaissent dans les années 30. Très rapidement, les penseurs autour de Friedrich Hayek ou de Ludwig von Mises et de l'institut qu'ils créent pour pouvoir nourrir leurs pensées, l'Institut du Mont Pèlerin, ainsi que des cadres académiques qui leur sont créés quand ils se déplacent aux États-Unis, notamment à l'université de Chicago, créée par des puissances d'argent très précises, typiquement dans le cas de la bourse à Chicago, il s'agit de la famille Rockefeller qui donne de l'argent à Friedrich Hayek pour qu'il vienne enseigner à l'université de Chicago son idéologie, sa théorie. Donc, l'institut qu'ils créent pour pouvoir nourrir leurs pensées, l'Institut du Mont Pèlerin, font le lien entre ces aspirations démocratiques, ces aspirations de masse, et l'incapacité de pouvoir construire un monde où les institutions sociales sont régulées par le marché, ce qui ferait aboutir à des régimes autoritaires. L'inspiration démocratique tournerait forcément mal et mènerait au contrôle de la minorité qui voudrait simplement pouvoir utiliser son argent pour faire ce qu'elle veut par la majorité qui possède moins. Cette dynamique marquant le début de l'autoritarisme. Leur approche intellectuelle se retrouve largement marginalisée avec la Grande Dépression, puis l'interventionnisme économique pendant la Seconde Guerre mondiale aux USA et les politiques de reconstruction à la suite de celle-ci en Europe de l'Ouest. Les travailleurs du cœur impérial se retrouvent avec une quantité de pouvoir démocratique qu'ils n'avaient jamais eu depuis le début du capitalisme industriel et la capacité de faire valoir leurs droits démocratiques au travail comme jamais en se basant sur la structure de la démocratie libérale qui était déjà présente à ce moment-là. Cette dynamique est permise par la reconfiguration politique et économique qui a lieu au même moment dans le Sud global, qui fait perdre aux puissances impériales de la marge d'extraction dans leurs colonies et qui remet en cause l'équilibre géopolitique mondial en question jusqu'à la stabilisation du modèle néocolonial. Mais c'est un fait historique exceptionnel, dû à une forme de l'économie politique exceptionnelle, que les institutions démocratiques libérales aient tant participé à la transcription du besoin de démocratie et d'autonomie des travailleurs, aussi dans le cadre du travail, à travers des syndicats,
permettant de participer à l'organisation de celui-ci à grande échelle. C'est la période du compromis fordien, entre guillemets. Celui-ci peut, en réalité, être vu comme une forme d'armistice entre les forces du travail, qui sont particulièrement mobilisées à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, organisées politiquement autour des communistes dans beaucoup de pays, et les forces d'argent, des patrons, qui se sont renforcées pendant la Seconde Guerre mondiale, pour certaines, mais qui ont complètement été détruites dans d'autres pays. Aux États-Unis, si leur richesse a grandi, elles ont dû accepter une plus grande part de démocratie au travail et une plus grande part de représentation des salariés dans les décisions et dans l'organisation de celui-ci, de façon à pouvoir assurer leurs profits dans cette période. Une situation renforcée par la position de l'État qui renforce les droits politiques des travailleurs dans le même temps. C'est sans surprise que, dans le même temps, les acteurs capitalistes cherchent à proposer un modèle alternatif de gestion de l'État qui ne le restreint pas de la même manière. D'un autre côté, pendant cette période exceptionnelle de démocratie au travail dans le cœur impérial, on voit se retirer de la vie politique et du contrôle démocratique une autre question fondamentale, celle de la politique étrangère et militaire. Ça paraît aujourd'hui normal, limite banal, de dire que lors des élections, notamment la présidentielle, les personnes ne votent pas selon la politique étrangère parce qu'on n'a aucune influence dessus, de toute façon. Mais en réalité, c'est un processus qui a été construit à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux, de bureaucratisation des décisions liées à la géopolitique et d'éloignement de celle-ci des leviers, notamment législatifs, ou même de certains leviers locaux, et de les renvoyer vers des administrations qui sont supposément supervisées par des acteurs démocratiquement élus, mais des acteurs élus qui, de plus en plus, ont des liens directs avec les acteurs privés qu'ils sont censés superviser. Et une bureaucratie qui, elle, a une culture et une forme d'organisation qui vise à la pérennisation de son action. C'est le développement de cette bureaucratie qui permet le développement de l'Empire américain après la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'institutionnalisation de cette bureaucratie qui permet le maintien des empires néocoloniaux européens aussi après la Seconde Guerre mondiale. C'est par la création de ces institutions, qui visent à filtrer le contrôle démocratique sur des choix politiques, que ces empires sont capables de perdurer. On voit déjà ici une reproduction de cette volonté d'éloignement du pouvoir démocratique de la décision politique. C'est-à-dire cette propension à dépolitiser une question de façon à justifier et légitimer le fait qu'elle ne soit plus sous contrôle démocratique. L'étape suivante, c'est le fait de s'attaquer à la démocratie au travail précisément. Et elle aura lieu entre le milieu des années 60 et les années 70. Le regain d'activité politique de cette période correspondant en parallèle à la stagnation de la démocratie au travail et au développement de mouvements de révolte subalternes à travers le monde pousse le patronat à une contre-attaque. Cette époque est donc aussi celle où un certain nombre d'emplois sont déplacés depuis le cœur impérial vers le sud global pour que les entreprises préservent la croissance de leurs profits, s'accompagnant du développement du chantage au chômage de masse de leur part. Ces entreprises ont profité de cette période de 20 ans pour pouvoir, eux, s'organiser politiquement, former des personnes qui leur donneraient le cadre légal, le cadre institutionnel, qui leur permettrait de repousser les actions de la démocratie au travail et du pouvoir démocratique en général. Le développement des think tanks, notamment aux USA, qui incarnent ce qu'ils prêchent, des bureaucraties d'experts, qui orientent le cadre politique et légal. Ces idées prennent leur légitimité aussi dans des universités et des fondations financées par des personnes et entreprises privées investies dans l'idée de protéger le marché de la démocratie.
aux États-Unis. Donc, ça va être la famille Rockefeller, la famille Coors, la famille Koch, par exemple. Ce sont des noms que je vous laisse aller chercher. Ce sont des personnes qui sont trouvables, qui ouvertement financent ce projet idéologique. Et puis surtout, c'est une période où les syndicats, ayant été institutionnalisés aussi, se sont éloignés de la demande démocratique des travailleurs et des cadres d'action très antagonistes vis-à-vis du capital. Les syndicats se perçoivent comme étant un outil de négociation, pas un outil de conflit et de lutte des classes. Cette période de 1965 aux années 1970 et son renouveau des mouvements de masse dans les rues, de demandes de droits civiques pour les groupes exploités et subalternes, de conflits dans le sud global autour du contrat néocolonial tout nouvellement installé, s'accompagne dans le même temps d'une augmentation de la bureaucratisation des entreprises, la création de couches supérieures managériales à l'intérieur de celles-ci, qui retire du pouvoir d'action et d'organisation aux travailleurs. Les pays du Sud global qui sont nouvellement tous indépendants doivent, eux, faire face à la réalité économique mise en place par, encore une fois, des bureaucraties qui ont été installées juste après la Seconde Guerre mondiale. Celle de Bretton Woods, mise en place en 1944. On parle ici du FMI, du GATT, qui deviendra la Banque mondiale, et de l'OMC. Ce groupe tripartite de bureaucratie, installé à Washington DC, contrôlé par les États-Unis principalement, et sinon par les pays de l'Europe de l'Ouest, ont été à la base développés pour pouvoir gérer l'équilibre des échanges entre les USA et les autres pays du cœur impérial, puis ont vu leur champ d'action s'étendre à la gestion néocoloniale des États nouvellement indépendants. Plutôt que de permettre aux ex-colonies du Sud global de développer des capacités propres à créer des ressources et des richesses qui leur permettraient d'avoir une indépendance monétaire stricte, les institutions de Bretton Woods se sont assurées de garder la hiérarchie d'exploitation entre les pays du Sud global et les pays du cœur impérial par la dette. Les dettes contractées par les pays du Sud global auprès du FMI et de la Banque mondiale existent dans des cercles vicieux, par définition, étant donné que la richesse prêtée, entre guillemets, repose sur l'extraction à forte intensité de ces pays, ce qui vient à nullifier la capacité à investir dans des activités plus productives et de profiter des économies d'échelle et des effets vertueux du capitalisme. Ça n'est pas étonnant, puisque pour que ces effets vertueux du capitalisme existent dans certains territoires, il faut qu'il existe la ponction et l'extraction primitive que subissent les pays du Sud global. Les dettes contractées vont devenir des moyens de levier pour pouvoir réclamer que ces États réalisent des ajustements structurels, qui sont en réalité des politiques d'austérité sévères. Sauf qu'on ne les appelle pas encore politiques d'austérité, c'est le nom qu'elles prendront quand elles prendront la forme de l'effet boomerang après les crises des années 70 et après la crise de 2008, puisqu'il ne s'agit pas de détruire des États-providence existants, comme dans le cœur impérial, mais de prévenir la création d'États-providence, de prévenir la répartition des richesses et des ressources extraites de ces pays vers les travailleurs, principalement en s'assurant que la majorité des ressources qui ne sont pas exploitées directement par des entreprises privées, les ressources qui peuvent être taxées, in fine, servent à rembourser des prêts contractés auprès du FMI ou de la Banque mondiale, et puis, éventuellement, à rémunérer la bourgeoisie locale chargée de s'assurer de garder l'ordre néolibéral en place. Les années 70, c'est ce moment de grande mutation, à la fois dans le Sud global, où l'arrêt total de toute forme de projet développementaliste mène à des cycles de paupérisation qui vont aller en s'empirant dans les années à venir, et dans le monde occidental,
la rupture de la capacité des travailleurs à organiser leur travail, à avoir une démocratie au travail, à se faire entendre au travail, et à travers le monde, le développement de demandes collectives d'émancipation des structures sociales oppressives qui assurent cet ordre. À ce cadre institutionnel visible se rajoute un ensemble d'outils, tels que les cours d'arbitrage où il n'y a plus ni juge ni avocat, mais des arbitres choisis par les entreprises privées pour régler les conflits, ou encore le recours aux sociétés écrans et aux paradis fiscaux, eux aussi zones d'exception capitaliste en dehors de tout contrôle démocratique, pour masquer leurs activités et leurs responsabilités, des travailleurs qu'ils exploitent et des populations dont ils extraient les ressources. L'ordre néolibéral trouve son expression la plus concrète dans les zones économiques spéciales. Celle-ci commence à se développer durant les années 70, principalement comme moyen pour la Chine d'avoir des espaces tampons où elle peut participer aux échanges du capitalisme mondial sans remettre en question son ordre politique et social. Elles sont basées sur le modèle de Hong Kong, en partie, et sur celui des comptoirs commerciaux imposés par les puissances européennes à la Chine au cours du XIXe siècle, dont la France. Ces espaces d'exceptionnalité, créés par l'État, où il délègue ses tâches au marché, et où le travail n'est rien d'autre qu'une variable d'ajustement autour d'échanges de capitaux, est le modèle précis que les néolibéraux comptent reproduire à l'échelle du monde à partir des années 80. Durant cette décennie, le pouvoir politique est pris pleinement dans le cœur occidental par des personnes se réclamant des nouveaux penseurs du néolibéralisme. À ce moment-là, on parle de personnes comme Milton Friedman, principalement, qui considèrent que Singapour et Hong Kong sont les modèles absolus, et qui vont participer à l'élection et à la construction de la politique de personnes comme Reagan aux États-Unis et de Thatcher en Grande-Bretagne, mais aussi de Pinochet au Chili et de Mitterrand en France. Mitterrand n'est pas fan de Friedman, mais Mitterrand, dans la mise en place de ses politiques, reflète très bien le processus qui a lieu. Le processus de création d'un État illibéral où les décisions politiques sont prises par des bureaucraties plutôt que par voie démocratique. Parce que le PS des années 80 en France, et jusqu'à aujourd'hui, est un parti qui est constitué de technocrates, de personnes qui considèrent que la vie sociale et économique peut être organisée d'une manière optimale par des bureaucraties qui n'ont pas vocation à être soumises au contrôle démocratique. Elles se voudraient distinctes de toute idéologie, mais reproduisent les hiérarchies sociales dans leurs organisations et fonctionnements. Leur rôle, in fine, est d'être une barrière entre le pouvoir démocratique des travailleurs et du peuple et la capacité du marché à réguler les interactions sociales et la répartition des ressources dans la société. Après l'avènement des années 80 et la chute du bloc soviétique, arrive un moment d'accélération de reproduction de ce modèle, où on réduit les pouvoirs démocratiques, les droits civiques et la capacité de chacun à agir en politique, à même considérer qu'une question puisse être politique, en remplaçant les nœuds de décision par des institutions bureaucratiques. La reproduction et l'accélération de ce modèle au niveau global, au mondial, créent une nouvelle crise au sein de la bourgeoisie. Elle se développe durant les années 90, mais a en réalité toujours existé en fond. Parmi les piliers qui organisent la pensée néolibérale, on retrouve donc la libéralisation de l'économie, la dédémocratisation de la vie politique et le pilier de contrôle et de cadre social issu du conservatisme européen et de sa vision du genre, de la sexualité et de l'ordre socio-racial. Ce dernier pilier est plus ancré dans certaines parties de la bourgeoisie du cœur impérial, particulièrement la bourgeoisie qui n'est pas inscrite dans les schémas qui profitent le plus de la mondialisation des circuits de capitaux. Apparaît donc une lutte entre ces deux groupes bourgeois. D'un côté, ceux qui profitent du cadre mondialisé, et d'un autre,
ceux qui y sont réfractaires et réactionnaires, et qui, pour pouvoir se distinguer politiquement, insistent d'autant plus sur leur côté réactionnaire social, parce qu'ils savent que le cadre réactionnaire social inclut un ensemble de parts du contrat social qu'ils partagent avec d'autres parties de la société non bourgeoise et qui peuvent leur permettre de créer leur propre centre de pouvoir politique, leur propre base, en particulier en insistant sur la domination masculine, le contrat racial et la suprématie blanche. Ceci renforce un phénomène de distinction du pan de la bourgeoisie qui profite du flux accéléré de capitaux à travers le globe et qui insiste, elle, sur son cosmopolitisme, son caractère multiracial ou la présence de minorités de genre ou des sexualités au sein de ses élites. Mais retenons bien que, dans chacun des cas, il s'agit d'esthétique, puisque ce sont simplement des groupes qui ont les mêmes positions dans les hiérarchies d'exploitation et simplement pas les mêmes modes d'extraction qui se font la compétition pour savoir qui va prendre le dessus sur l'autre dans la course aux ressources. Et puis vient la crise de 2008. La crise de 2008 rebat les cartes à tous les niveaux, principalement parce que les mouvements populaires et les mouvements de masse, qui se développent à partir de 2008 dans le sud global et dans le cœur impérial en même temps, et avec des idiomes similaires, forcent à reposer la question de la démocratie à tous les étages. De la démocratie politique, directement, mais aussi de la démocratie au travail, de la capacité de chacun à avoir une vie autonome et saine, de la capacité de chacun à pouvoir jouir des ressources des terres sur lesquelles il existe, etc. Ce regain de demande démocratique, à partir de la crise de 2008, se fait dans un cadre où la bourgeoisie est en crise de ressources et doit pouvoir se reconcentrer, se reconfigurer. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de fusions, rachats au niveau des entreprises, et c'est toujours comme ça que le capitalisme se répare quand il y a des grands moments de crise. Et au niveau politique, il faut pouvoir donc répondre à ces nouvelles reconfigurations de demandes de démocratie, ces nouveaux modes d'action, ces nouveaux idiomes, ces nouvelles manières d'approcher la politique. On voit alors les deux camps de la bourgeoisie néolibérale commencer à essayer de créer des espaces de reconfiguration où ils pourront trouver une entente. On voit apparaître, par exemple, le Tea Party aux États-Unis en 2010, avec toujours ce cœur d'idées sociales conservatrices, réactionnaires, racistes, sexistes, et avec une très forte volonté de défendre le marché, la marchandisation de la vie économique, et les privatisations et la réduction du budget de l'État. Mais cette tendance, encore trop marquée par son attachement rhétorique au marché, peine à trouver une base politique solide. 6 ans plus tard, Donald Trump est élu sur une plateforme reposant sur du racisme décomplexé, du sexisme décomplexé, et sur une promesse économique qui parle de protectionnisme ce coup-ci. Ce dernier point lui permet de faire la jonction entre la bourgeoisie isolationniste qu'il représente dans le discours et celle inscrite dans les flux mondialisés à laquelle il appartient lui-même et qui représente le pouvoir dans le parti républicain. Son héritage économique sera la plus grande réduction d'impôts de l'histoire des États-Unis. Sur le long terme, cependant, ce sont bien le renforcement des bases illibérales de l'État américain qui l'a facilité par la nomination d'une Cour suprême conservatrice et le développement de l'État policier et carcéral à travers sa politique d'immigration et sa rhétorique raciste. L'année d'après est élu Emmanuel Macron, qui, lui, vient dans l'autre sens, en apparaissant ouvert socialement, mais qui dit ouvertement qu'il va faire le jeu des entreprises, mène directement un projet de transfert des richesses vers les plus riches et de réduction des ressources des services publics. L'éloignement du pouvoir démocratique se fait par la bureaucratie, avec par exemple l'organisation d'agglomérations et de sociétés mixtes qui font disparaître les départements au profit d'administrations. Vient par la suite le renforcement des pouvoirs de police de l'État, ainsi que de sa politique carcérale, notamment envers les migrants. Et éventuellement,
le renforcement de son discours réactionnaire au niveau des questions sociales, au point d'avoir fait la jonction avec LR aujourd'hui et d'être adoubé par le RN. J'espère que le tracé de cet épisode vous aura montré comment ceci n'est pas une anomalie ni une contingence de l'histoire. C'est simplement le tracé de ce qu'ils veulent pouvoir reproduire depuis le début des espaces où il y a le minimum de démocratie possible. Démocratie comprise dans tous les sens du terme, que ce soit droit civique, droit politique ou droit au niveau du travail. Un monde où il n'existe plus d'espace de décision politique, mais où les décisions sont réalisées par des bureaucraties ou alors par le marché. Et un monde où l'équilibre et l'ordre est assuré par un cadre conservateur européen, le tout assuré par un État illibéral, c'est-à-dire policier, et chargé d'assurer la forme la plus stricte des hiérarchies de genre, de race, de revenus, de façon à préserver le cercle d'extraction et d'exploitation. Ce qu'Emmanuel Macron reproduit en France, c'est exactement ce que Milton Friedman décrivait comme étant le modèle rêvé dans les années 70, c'est-à-dire Singapour et Hong Kong. On pourrait aussi lui accorder une filiation intellectuelle avec des auteurs comme Murray Rothbard, le père de l'anarcho-capitalisme, vous savez, cette idéologie dont se revendique Javier Milei en Argentine, qui envisage le monde comme un ensemble d'espaces distincts. Des espaces où les travailleurs n'ont pas de droits politiques, ni particulièrement de cadre de protection sociale, ce qui les pousse à ne pas réclamer des droits démocratiques au sein du travail et à garder leur niveau d'extraction au maximum. Des espaces où les taxes sont au minimum, voire inexistantes, et où la majorité des interactions sociales et la répartition des ressources est gérée par le marché et où ce qui compte, c'est la capacité à avoir de l'argent et que c'est ainsi que le pouvoir doit s'échanger et organiser la société. Et enfin, un cadre social hiérarchique, strict, consubstantiel, c'est-à-dire que ce qui permet la domination dans le cadre économique, dans l'organisation de la production, c'est la domination raciale coloniale. C'est la domination au niveau du genre, puisqu'il faut pouvoir aussi organiser la reproduction sociale de ces groupes pour pouvoir en extraire le maximum. Il faut le travail gratuit des femmes racisées principalement, et aussi dans la même idée, gérer la sexualité des personnes, donner le minimum de ressources possibles pour la reproduction sociale et la survie de ces groupes, affectant tous les plus vulnérables, les personnes non valides en priorité. Aujourd'hui, au-delà de la richesse extérieure apparente des deux territoires, Hong Kong et Singapour font face à des problèmes chroniques qui datent de leur fondation et se reproduisent à plus grande échelle avec le développement de leur position centrale dans les échanges capitalistiques. Hong Kong a une proportion de population pauvre qui oscille entre 15 et 20% dans l'une des villes les plus chères du monde. Cela sans compter les évolutions que Beijing a apportées à leur constitution, la rendant d'autant moins démocratique, non pas en la rapprochant du modèle chinois, mais en renforçant le modèle déjà présent sur place, où, entre autres, les entreprises ont le droit de vote, mais pas les personnes. Hong Kong, comme Singapour, connaît une crise du logement grave. Crise du logement que Singapour aura réussi à gérer au mieux en finançant massivement la construction de logements sociaux gérés par l'État, le tout dans le cadre d'une politique développementaliste qui ne s'accorde pas réellement du rêve d'un paradis libéral, et ce, depuis les années 60. Donc quand Milton Friedman présente Singapour comme étant le modèle absolu dans les années 70 de la société néolibérale, elle ne l'est déjà pas. Cependant, depuis la crise de 2008, le renforcement des dynamiques de concentration des richesses vers le haut et l'explosion des prix de l'immobilier sur l'île, la nation aux 10% de millionnaires se retrouve dans une situation où une famille avec un revenu au-delà du revenu médian peut se retrouver à vivre à 3 ou 4 générations dans une maison familiale faite pour un couple de parents et 2 enfants.
on observe aussi, au niveau politique, le renforcement de la volonté de l'État de faire appliquer le cadre conservateur strict dans le cadre social de la société. Beaucoup des lois qui sont en vigueur à Singapour, notamment celles qui gèrent les questions de sexualité, sont toujours les mêmes que celles de l'époque victorienne. Et plus l'État manque de solutions politiques aux questions matérielles de la population en voie de paupérisation singapourienne, plus il insiste sur ces questions sociales et sur le contrôle violent des populations non hétéronormées. Il est ici le projet, et c'est ce face à quoi on doit être capable de répondre. Il y a une particularité française à tout ça tout de même, assez immédiate vis-à-vis de la politique, c'est qu'il me semble que ce qu'on appelle traditionnellement l'extrême droite, le Rassemblement national, et la droite, les républicains, ceux qui viennent du gaullisme, sont deux groupes politiques qui sont séparés par la catastrophe historique de l'occupation, puisqu'ils ont été séparés entre résistants et collaborateurs. Et nous sommes arrivés à un stade où, entre la reconfiguration du capitalisme, dont j'ai parlé, et les reconfigurations idéologiques, principalement l'hégémonie néolibérale aujourd'hui, et le fait qu'on s'éloigne de cet héritage résistant, ces groupes semblent simplement reprendre ce qui devrait être leur état naturel, c'est-à-dire celui d'une grande coalition, à l'intérieur de laquelle il y a des contradictions à la marge, mais qui est un groupe politique cohérent, qui vote de manière cohérente sur un ensemble de sujets. En conclusion, j'espère avoir assez insisté sur le fait que le danger principal du projet de Macron, c'est le fait de détruire les espaces d'autonomie et de démocratie des personnes, puisque plus le néolibéralisme idéologique organise notre société, moins nous avons d'espace où nous pouvons décider de ce qui est important pour nous. On en vient à avoir des modes de socialisation qui sont faits pour nous transformer en petites entreprises nous-mêmes. Il faut qu'on optimise notre potentiel, mesuré monétairement. Il faut qu'on s'organise par projet. Il faut qu'on ait un agenda pour tout. Et si on échoue à faire ça, on mérite notre position subalterne. Penser la société ainsi va avec le fait d'essentialiser les discriminations de genre, les discriminations socio-raciales, les discriminations liées à la validité. L'attachement idéologique de Macron à ce projet ne fait aucun doute lorsque l'on voit la gestion qu'il a eue de la crise du Covid en Guadeloupe en 2021 ou de la révolte en Kanaki toujours en cours. Il y a des espaces coloniaux où mettre en place pleinement sa vision et il est en même temps l'agent de l'effet boomerang de cette vision en France aujourd'hui. Masculiniste, réactionnaire, qui tourne toute sa politique vers le fait d'assurer la répartition des ressources sur un marché où les grandes entreprises des personnes méritantes, entre guillemets, capturent toutes les richesses, le programme de Macron est clair. C'est celui du capitalisme racial, sans aucune restriction, celui du néolibéralisme idéologique. C'est la contradiction entre ce discours permanent d'autoculpabilisation et d'omnipotence de l'individu et la réalité qui est qu'on a de moins en moins de pouvoir démocratique et d'autonomie sur nous-mêmes qui crée un certain nombre de frustrations et d'incapacités à agir et de souffrances, tout simplement. C'est aussi de là que viennent les tendances à se replier sur des considérations individuelles et à ne plus avoir confiance dans les institutions en général et les collectifs. L'une des premières solutions face à cette réalité structurelle et qui fait d'une pierre deux coups, c'est de nous-mêmes nous organiser, de recréer des espaces où les actions qu'on mène ont une réalité matérielle qui donne du sens à ce qu'on fait. L'avantage de créer ce genre d'espace, c'est que ce qui s'y fait nous aide à en faire plus. C'est un cercle vertueux où la fin de l'action redonne du sens à ce que l'on fait en tant que personne dans un collectif, tout en servant ce collectif. C'est ainsi qu'on améliore nos conditions vis-à-vis de ces structures.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, pouvoir discuter d'une des problématiques de comment la colonialité continue de ruiner la vie de tout le monde sur Terre, mais surtout de quelles solutions on peut y apporter in fine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.